Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud avec ses violences, ses actes xénophobes qui ont fait au moins une dizaine de morts. On va en parler. Nous parlerons également de la visite du président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui persiste et signe qu'Kidal est une menace pour la sécurité intérieure du Niger. On va l'écouter dans ce débat. Et également ce club des mouvements et associations de soutien à l'imam Mahmoud Diko, le CEMAS, qui a été officiellement lancé ce samedi à Bamako. Des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Thiam, éditorialiste. Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune. Maître Chakmar Konaré, avocat. Serge Daniel, journaliste, écrivain. Avant de développer ces thématiques, une annonce à partir de 22h, un débat très spécial sur Africable autour du thème « Faut-il relire l'accord d'Alger ?» Un débat qui sera dirigé par Robert Dissa, que nous allons joindre s'il est là pour nous brosser les grandes lignes de ce débat du dimanche qui sera un enregistrement public. Robert Dissa, bonsoir. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cette émission spéciale politique, le débat? Voilà, nous allons au cours de ce débat revenir à Robert Dissa. Mais premier thème du débat, je vous le disais, le calme est revenu en Afrique du Sud avec les violences xénophobes qui ont fait au moins une dizaine de morts. Ces actes xénophobes en Afrique du Sud qui ont été suivis de représailles dans certains pays, le Nigeria en l'occurrence. Alexis Kalambri, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique du Sud souffre de la disparition de Nelson Mandela, par exemple? Pas seulement, il y a la disparition de Nelson Mandela, mais bien avant, l'Afrique du Sud souffre plutôt de son isolement pendant longtemps. Vous savez, ce qui a frappé quand il y a eu l'ouverture avec l'arrivée de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud a coopéré plus avec les pays qui reconnaissaient l'Afrique du Sud apartheid. En disant aux autres, vous n'avez rien fait pour nous quand on avait des problèmes, alors qu'on n'a fait que nous battre pour eux. Vous étiez surpris de voir qu'ils ont entretenu de bons rapports avec la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a violé les résolutions de l'OUA et qui entretenait des relations. Donc, oui, il y avait une fermeture, un isolement qui a duré, que Nelson Mandela a essayé de briser en ouvrant, mais je pense que c'est plus encore les effets de l'apartheid. Maître Konaré, que vous inspirent ces violences-là? Comment est-ce que vous les expliquez? Moi, j'estime qu'il y a eu mal donne. On a menti au peuple sud-africain. Ce peuple qui a subi l'apartheid pendant des décennies, on lui avait fait miroiter qu'avec la disparition de l'apartheid, il reprendrait la libre possession de ses terres, de son économie, et bref, il retrouverait la prospérité. Ça n'a pas été le cas, parce que après la chute de l'apartheid, les richesses n'ont pas été réparties à hauteur de souhait. Si bien que le peuple s'est retrouvé gros gens comme devant, privé de tout, dans les mêmes ghettos que sous l'apartheid. C'est pourquoi il pense qu'il est privé d'emploi par les étrangers, il est privé de bonheur par les étrangers, d'où ses accès de xénophobie et ses violences envers les étrangers. Alors, donc, moi, je vous répète ce que Julius Malema a dit. Vous pouvez tuer tous ces étrangers, mais ça ne changera rien à votre situation de misérable parce que les richesses sont confisquées par les Blancs sud-africains qui refusent de les investir en Afrique du Sud. D'accord, on va revenir vers vous. De mon point de vue, ce n'est pas une question de blanc et de noir. Parce que même déjà dans l'Afrique du Sud, il faut savoir que les Sud-Africains se battent entre eux.
et qu'il y a des morts, des centaines de morts parfois. Donc c'est pas une question de blanc et de noir, je ne pense pas à cela. Je pense qu'après l'apartheid, on ne peut pas dire que ce n'était pas bien d'avoir assisté à la fin de l'apartheid. Ce que je pense plutôt, parce que j'étais à Soweto, et Soweto existe toujours, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir ont décidé d'imprimer un rythme pas de gauche, c'est-à-dire que c'était des hommes de gauche, mais ils ont décidé d'être des libéraux. Je me souviens, lorsque Mandela a pris le pouvoir, il a gardé le ministre de l'économie et des finances de l'époque, c'était M. Trevor. Parce qu'il ne fallait pas faire fuir les capitaux. Donc je pense qu'il n'y a pas eu assez de réformes, les réformes qu'il fallait faire pour que les soins de santé primaires, l'éducation soient à la disposition de tout le monde. Mais tant ce que se passe par rapport aux étrangers, c'est un raccourci que les Sud-Africains sont en train de chercher. Ils trouvent là le bouc émissaire, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout les étrangers qui prennent le boulot, c'est la politique qui a été mise en œuvre à la fin de l'apartheid qui cause, de mon point de vue, problème. Adam Thiam, sur ces violences-là. Alors, moi, j'aime bien la question, est-ce que si Mandela était là, on aurait eu ces atrocités? Je n'ai pas la réponse. Il est possible, effectivement, que même sous Mandela, nous ayons eu ces atrocités, mais sous lui, ça aurait eu une autre signification, une autre dimension. Maintenant, qu'est-ce qui explique ces atrocités à répétition? Ce n'est pas la première fois. Elles sont totalement condamnables et chaque fois, c'est des communautés africaines qui sont prises à partie. Cheikh Oumar Konaré l'a dit, je pense qu'il y a effectivement un problème de redistribution très sérieux en Afrique du Sud, ce qui fait que les populations de Soweto, des ghettos, etc., sont des laissés pour compte. Je ne sais pas ce que l'indépendance leur a apporté comme avantage, la fin de l'apartheid leur a apporté comme avantage, sauf qu'ils ne sont plus discriminés dans les bus, dans les écoles comme avant. Dans le fond, le vrai problème, c'est l'attitude de l'Afrique du Sud par rapport au reste du continent. Tout le continent a aidé les mouvements de libération, mais personne n'a été payé en retour. Et d'ailleurs, ils ne sont pas, ceux qui suivent un peu l'Union africaine, savent que l'Afrique du Sud n'est même pas dans l'intégration politique, il est simplement dans la logique marchande en tant que 20e économie du monde. Ok, Alexis Galamri, est-ce qu'on n'est pas dans la problématique de la gestion des born free? Cette génération, ces jeunes sud-africains qui n'ont pas vécu la période de l'apartheid, on le disait, même sous Mandela, ils étaient assez violents. Cette solidarité, cette générosité africaine-là, ils ne la connaissent pas, ces born free-là. Est-ce qu'on peut parler un peu d'échec à ce niveau-là? Oui, en fait, je l'ai dit, ils souffrent de l'isolement qu'ils ont connu pendant longtemps. L'Afrique du Sud est restée isolée du reste du continent. Et ils sont convaincus que personne ne les a aidés quand il y avait les problèmes. Quand vous discutez avec eux, pour eux, les gens sont juste venus quand il y a eu l'embellie. Et c'est ce que Nelson Mandela a voulu, disons, corriger avec cette notion de nation arc-en-ciel. Mais maintenant, oui, vous avez une génération née post-apartheid, mais qui a gardé les germes de la violence. C'est une société... vous avez vu les luttes de libération, c'était très violent. Donc, je pense que ce réflexe est resté. Serre disait tout de suite, si vous voyez n'importe quel petit problème, vous voyez que c'est presque dans le sens que ça se règle. Oui, il y a eu de la part des politiques un manque ou du moins on n'a pas sérieusement adressé les vrais problèmes, ou on n'a pas pris comme problème cette nécessité d'aller à l'intégration et de corriger ce côté-là. Mais oui, peut-être ça peut s'expliquer par ça. Oui, M. Konaré, j'écoutais certaines émissions dans des pays, des émissions interactives où souvent les populations parlaient d'ingratitude de la jeunesse, d'une partie de la jeunesse africaine. Est-ce qu'il faut franchir ce pas-là, parler d'ingratitude par rapport à la solidarité africaine sur l'Afrique du Sud? Bon, moi je crois qu'on a dépassé ce stade. C'est-à-dire que quand un pays africain
a eu des problèmes dans le passé, tous les autres ont volé à son secours. C'est comme si aujourd'hui le Mali parlait d'ingratitude de l'Algérie. Non, le problème n'est plus là. Le problème fondamentalement, et Serge n'a pas pu me contester valablement là-dessus, c'est que les richesses ont été mal distribuées et il n'y a pas eu de discrimination positive assez forte pour résorber la pauvreté des populations noires d'Afrique du Sud après l'apartheid. Donc, elles ont eu le sentiment d'avoir été flouées par, je veux dire, par les dirigeants et de voir leurs ressources accaparées par des étrangers. C'est un réflexe xénophobe dicté par leur situation de déception. C'est pour ça que je disais que c'était pas du tout. Donc on peut pas faire l'impasse sur l'aspect blanc-noir parce que la déception vient du fait que c'est les populations blanches qui gardent encore l'appareil économique du pays. Ouais, même je voulais terminer rapidement. Okay, ouais. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont quand même ceux qui ont lutté contre l'apartheid qui sont au pouvoir. Parce que c'est une démocratie. Mais les Blancs, comme vous le dites, j'aime pas tellement cette expression de blanc-noir, mais ceux qui ont l'appareil d'État, ce sont ceux qui ont lutté pour la fin de l'apartheid. C'est de leur responsabilité de résoudre les problèmes des populations. C'est pas, moi je ne veux pas, oui, je veux bien qu'on distribue les terres, je veux bien qu'on partage les terres, etc. Mais c'est le pouvoir sud-africain aujourd'hui qui est responsable d'abord pour moi de ce qui se passe. Ensuite, il y a un problème de culture. C'est pas méchant de le dire. Il n'y a pas beaucoup de brassage. Vous ne voyez pas de Sud-Africains ici. Bon, peut-être qu'on dira que c'est une zone francophone. Mais le Nigeria que je connais... Ils sont beaucoup dans les mines. Ils sont beaucoup dans les mines. Mais ils vivent quand même en vase clos, si vous voulez. Vous n'avez jamais été dans un maquis ici où vous avez rencontré 3 ou 4 Sud-Africains. Je parlais peut-être de, il y a une barrière linguistique où ils sont présents au Nigeria, ça je le sais. Mais il n'y a pas de brassage. L'idéal pour nous, par exemple, c'était à la fin de l'apartheid de voir des jeunes Sud-Africains venir étudier ici, aller là-bas. Mais le véritable problème pour moi, c'est le problème du gouvernement sud-africain qui n'arrive pas à satisfaire aux revendications les plus élémentaires des populations. Oui, Adam Thiam, on a suivi ensemble la campagne, la présidentielle, la campagne de Cyril Ramaphosa. Ça fait partie des défis qui doivent être en mesure de relever ces violences-là. Non, absolument. Et je crois que Serge fait bien de rappeler que la génération au pouvoir est celle qui a lutté contre l'apartheid. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, le président sud-africain a condamné sans embâche effectivement les atrocités. Et vous vous souvenez que sous son prédécesseur, Zuma, c'était plus ou moins la même chose. Donc, il y a le leadership qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe d'un côté, et de l'autre, tu as les populations qui se donnent à cœur joie, effectivement, à des actes qui sont même pas qualifiables, parce que c'est des meurtres de sang-froid qui ont été commis, cette fois-ci, comme les autres fois, dans une éruption de violence qui n'est pas imaginable pour nous. Mais il y a d'un côté la vérité, ce que Cheikh Omar l'avait dit, donc l'accaparement des ressources par une minorité blanche, et de l'autre, une migration africaine qui est dans les petits métiers, qui n'est pas du tout le responsable de cette situation et qui est pourtant à chaque fois voué aux gémonies par les populations de Soweto. Mais je crois que le fond du problème, c'est que la génération qui tue aujourd'hui en Afrique du Sud n'est pas témoin de ce qui s'est passé sous l'apartheid, ne sait même pas que si l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays de la ligne de front jouissent aujourd'hui de la liberté, c'est à cause de la solidarité d'un grand nombre de pays du continent. Deuxième thème du débat du dimanche, je vous le disais à l'entame de l'émission, Kidal est une menace pour la sécurité intérieure du Niger. Je le confirme, les propos émanent du président nigérien Mahamadou Issoufou à marge d'une visite de travail et d'amitié au Mali. Plus loin, Mahamadou Issoufou déclare qu'il y a des mouvements signataires des accords d'Alger qui ont une position ambiguë. Il est temps, selon lui, de se déterminer. Nous l'écoutons au micro de notre reporter Abiba. C'est une menace, effectivement, pour la sécurité intérieure du Niger. Mais en plus,
nous constatons avec beaucoup de regrets, il y a des mouvements signataires des accords de paix d'Alger qui sont de connivence avec les terroristes. Nous ne pouvons plus l'admettre et nous avons des preuves sur la complicité de ces mouvements-là avec les terroristes. L'ambiguïté doit s'arrêter. Ou bien on est dans les accords de paix, ou bien on est avec les terroristes, il faut se déterminer. Voilà, il faut se déterminer. Mahamadou Issoufou, Alexis Kalambri, le président nigérien, il l'avait dit dans Jeune Afrique, il le redit encore une fois, mais cette fois-ci à Bamako, au Mali. Oui, et ce n'est pas la première fois qu'il fasse cette déclaration forte quand même et courageuse. Et vous avez vu la première fois, il y a eu vraiment un tollé que ça a soulevé du côté des mises en cause. Qui ont protesté sur la forme, sur le fait que ça amène, disons, la tension, sans pour autant démentir les faits. Et là, il persiste en disant « nous avons des preuves ». Je pense que c'est suffisamment grave, c'est un bon prétexte pour la communauté internationale, en tout cas tous ceux qui sont partis aux accords, le mécanisme et tout le reste, pour vraiment clarifier la situation. Parce que oui, ici on l'a souvent dit, vous avez des gens qui, les jours pairs, ils sont séparatistes, les jours impairs, ils sont djihadistes. Je pense que c'est le moment, c'est un bon prétexte pour aller à la clarification des positions. Oui, Maître Konaré, je rappelle, juste après ce chapitre, on va tenter d'avoir Robert Dissa par rapport à notre émission spéciale justement sur l'accord d'Alger. Ça va être après ce chapitre. Maître Konaré, vous également, vous le dites assez régulièrement, la situation de Kidal, le président nigérien vient de revenir là-dessus encore une fois. Oui, mais le président du Niger répète... Mais cette fois-ci, c'est à Bamako, au Palais de Kourouba. Je n'ai jamais cessé de dire. Kidal, c'est la plaie ouverte pour le terrorisme au Mali. Tant que Kidal restera sous le statut où il se trouve actuellement, nous n'en finirons jamais, ni avec la rébellion, ni avec le terrorisme. Et le président du Niger parle de clarification. Mais la clarification, ce n'est pas autre chose. C'est de retourner à l'ONU avec ce fameux accord de paix là et de le réviser. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Il n'est pas venu pour faire cette déclaration à Bamako. Si vous permettez, c'est pas pour ça qu'il est venu. Il a trouvé une occasion. Il est venu sûrement, mais en plus il s'entend bien avec le président Ibeka d'après ce que je sais, il s'envoie des messages, il s'appelle. S'il est venu, c'est un symbole. Probablement, il est venu faire passer un message qu'on ne va pas dire au téléphone parce qu'Alexis, Adam peut nous écouter, lui n'en parlons pas, etc. Donc c'est quand même une visite importante. Donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais je suppose qu'il est venu dire à Ibeka, écoutons, faisons les choses pour renforcer la sécurité parce que de chez toi, les gens viennent nous attaquer. Si nous renforçons la sécurité chez toi, chez nous, ça va aller mieux, je pense. Et puis c'est à la veille d'une rencontre importante à Ouagadougou. Mais sa déclaration n'est pas nouvelle. On sait que cela, ça repose le problème de l'accord de paix d'Alger. Et je me souviens, il y a plusieurs mois, je me suis posé la question devant des illustres, de savoir si l'accord de paix n'était pas caduc. Est-ce que l'accord ne serait pas caduc? Il n'y a pas de honte à revoir cet accord. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que c'est une fausse Bible, désormais. On ne peut pas avoir le médicament du Mali, ce n'est pas l'accord de paix d'Alger, sous sa forme actuelle. Il faut un accord, il faut l'appliquer. Mais on peut peut-être le remanier, le remodeler, et je pense qu'il n'y a pas de honte à cela. D'accord. Aram Thiam, sur la sortie de Issoufou. Serge a évolué. Non, j'étais toujours constant. Je vous assure, j'ai toujours été constant. Vous pensez qu'il vous... Il ne parle même plus de poudre de perle. Non, mais la poudre de perle, l'accord, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire que la poudre de perlimpinpin, c'est un médicament inactif qu'on donne à un malade. Donc je dis la même chose. J'étais toujours constant. Et moi, je l'ai dit devant des chefs d'État. Contrairement à vous, demandez à Adam. Je salue ton évolution. Demandez à Adam. Moi, je l'ai dit devant des chefs d'État. 5, ils étaient. Oui, mais pour les résultats que nous savons, c'est... Chacun lit l'évangile avec ses blessures. C'est une belle formule. Non, mais en fait, il aurait été intéressant d'avoir la réponse du président du Mali
oui, à cela, parce que, en fait, si j'ai bien compris, ce que j'ai lu, c'est qu'il est d'accord avec ce que le président nigérien a dit sur Kidal. Et ce que le président nigérien a dit sur Kidal, il l'avait dit déjà dans Jeune Afrique, mais cette fois-ci, la différence, c'est qu'il vient jusqu'à Koulouba dire qu'il ne peut plus l'admettre. Je suis d'accord avec Serge, ça ne doit pas être la seule raison pour laquelle il est venu, parce que pour ça, il n'avait pas besoin de se déplacer, il y a le gouvernement pour le faire, et puis il y a des actions à prendre. Il est probablement venu pour autre chose, ça doit être lié à la sous-région, et je donnerai tout pour savoir pourquoi il est venu. Je me demande si ce n'est pas lié au problème nigérien, parce que nous savons, au problème guinéen, parce que nous savons par ailleurs qu'il a mis en mission un ancien président du Mali auprès de Alpha Condé pour que celui-ci essaie de revoir sa position par rapport à la révision constitutionnelle. Mais ce qu'il a dit sur Kidal n'est pas nouveau, Serge l'a dit. Et celui qui était le plus, d'ailleurs, vocal sur ça, c'est le général sortant de Barkhane, qui a dit que les gens de la CMA sont bel et bien, parfois, complices des terroristes. Et il a même parlé du principe des vases communicants, ça on le sait. Ok. Mais Alexis Calambri, est-ce qu'on ne peut pas dire que, puisque les propos du président nigérien interviennent un peu au moment où, plus ou moins, même si l'accord est caduc, à Bafo, on a assisté un peu à la sortie de ces jeunes-là, de ces nouvelles recrues. On peut dire que les choses évoluent progressivement. Peut-être qu'on va arriver un peu au souhait formulé par le président Issoufou avec ces évolutions plus ou moins qu'on note dans l'accord. Non, en fait, oui, il y a deux choses. L'accord évolue beaucoup dans un seul sens. En ce sens que, oui, peut-être ce qui arrange l'autre camp est toujours accepté, est toujours mis en exergue. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment disons, l'engagement de tout le monde. Et je pense qu'à ce stade, l'avantage Bafo n'est pas un bon exemple parce qu'on a vu désintégrer, mais on a vu ce qui est arrivé après. Maintenant, le tout, ça soulève beaucoup de questions. On n'en est pas là, mais ce que la déclaration induit davantage, c'est que oui, il faut une forte interpellation et il faut qu'on rabatte les cartes sans pour autant peut-être remettre même l'accord en cause, mais oui, la bonne application. Alexis, je ne suis pas d'accord avec toi. Bafo, c'est un exemple, c'est un bon exemple. D'abord, Bafo, et pour les téléspectateurs, c'est-à-dire vous avez 1 millier de personnes qui ont été formées dans le cadre du DDR et qui vont intégrer l'embryon de la future armée, c'est-à-dire le MOC. D'ailleurs, c'est très important puisque 22 éléments formés, au moins 22 éléments, ont été enlevés entre Douanza et... enfin dans le centre du Mali, et on n'a pas de leurs nouvelles. C'est important, cet embryon de la nouvelle armée. Je suis persuadé que si vous avez des ex-rebelles et des militaires qui intègrent l'armée régulière, ils vont pouvoir ensemble faire quelque chose sur le territoire national. C'est quelque chose de très important. Je pense plutôt que c'est un bon exemple à Bafo. Et qu'il faut encourager ça. Et que ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez déjà le MOC, en janvier 2017, il y a les terroristes ont bombardé, ont posé une bombe à Gao. Parce qu'ils savent une chose, c'est que quand il va avoir le MOC, ils seront de plus en plus en difficulté parce qu'on ira les chercher à la fourchette, à l'escargot. D'accord, Maître Konaré, Adancham, vous allez réagir, mais on me signale qu'on a Robert Dissa qui va animer à partir de 22h ce débat autour du thème « Faut-il relire l'accord d'Alger ?» Dissa, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette émission brièvement? Bonsoir Monsieur Tangara, bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. En fait, cette émission spéciale politique, le débat est placé sous le thème « Faut-il relire l'accord ?» Et nous allons, durant l'émission, avoir le temps parce que vu que c'est une émission spéciale, nous allons partir jusqu'à 90 minutes d'horloge et donc nous aurons beaucoup de thématiques à développer, entre autres de l'appropriation de l'accord d'Alger. Est-ce que les Maliens ont véritablement compris cet accord-là? Le travail de l'appropriation de l'accord est-il bien fait, bien mené jusque-là?
qui est en retard et par rapport à quoi. Nous allons aussi parler du statut de Kidal, où on brûle les symboles de l'État malien. Kidal presque interdit toute la zone, toute la région interdite à nos femmes, à l'armée malienne. Pourquoi est-ce que des comportements comme ça ne sont pas de nature alors à retarder la mise en place de l'accord, ou plutôt il faut voir presque tout le contraire. Est-ce que ce n'est pas parce que l'accord n'arrive pas à être mis en œuvre? Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui seront les invités justement, qui seront les invités de ce débat? Eh bien, les invités, au départ, étaient au nombre de 5. À l'arrivée, finalement, nous sommes à 4 avec M. Shogel Kokala Maïga, président du parti MPR, M. Fad Ag Al-Mahamoud, secrétaire général du Gacha, groupe autodéfense Touareg Imgad et Alliés. Nous serons également avec Moussa Ag Asharatouman, un des fondateurs du MNLA, fondateur et secrétaire général du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad. Et enfin, Moussa Ag Ataher, porte-parole du MNLA et de la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. Voilà, politique, le débat tout de suite à 22h, un enregistrement public mis en place, terminé 21h30. Maître Konaré, par rapport à ces éléments, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Est-ce que c'est Bafo, le symbole d'une armée reconstituée, ou est-ce que c'est l'enlèvement de ces recrues-là entre Douanza et puis Ombori? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le symbole? Ce qu'il faut retenir, c'est que quand un accord de paix est mauvais, tout ce qui en découle sera mauvais. C'est parce que dès le départ, des gens ont décidé de flouer l'État malien, qui est le véritable dindon de cette farce d'accord, que régulièrement, nos soldats se font enlever par des bandits qui sont infiltrés dans le processus. Regardez, en 2017, pendant qu'on forme des gens pour le MOC, c'est-à-dire les patrouilles mixtes devant opérer dans le nord, une bombe est déposée dans l'état-major, dans le centre de formation. 117 morts, si mes souvenirs sont exacts. Et aujourd'hui, des éléments sont formés, et je me demande comment des éléments peuvent être formés après le précédent qui est déjà arrivé là. Comment est-ce qu'on a pu les laisser dans un bus de transport civil non armé, donc des gens avaient les informations. On les a simplement cueillis dans un village et on les a enlevés. Aujourd'hui, personne ne sait s'ils vivent ou pas. Donc, il y a un complot dans cette affaire d'accord d'Alger. Il y a un complot qui est exécuté par des comploteurs infiltrés dans le processus. Et tant qu'on n'aura pas relu l'accord pour l'expurger de toutes de tous les pièges potentiels, nous n'en sortirons pas. Oui, Adam, nous ne sortirons pas de ce drame à répétition. Bafo, une avancée par rapport à l'accord? Alors, bien entendu, Serge n'était pas Bafo, moi j'y étais. Ah bon, pour une fois. Mais c'est émouvant de voir effectivement la première promotion, on peut dire, du DDR accéléré. La DDR accélérée. Et c'est un millier de soldats qui ont défilé sous le drapeau, au son de la fanfare malienne, et la musique de fond, c'était même Simbo, donc, qui est une musique emblématique de l'empire du Mandingue. Il est triste qu'à la fin de cette cérémonie, alors que tout le monde partait, on ait appris effectivement que certains des éléments ont été enlevés. Ça n'a pas été revendiqué, mais je pense que le théâtre des opérations indique largement qui peut être derrière ça. Et nous le savions. Nous savions que l'armée reconstituée, qui est la seule solution pour aller vers une paix définitive, pouvait avoir deux adversaires. Donc c'est l'establishment, donc c'est les militaires du Sud, etc.,
qui ne peuvent pas comprendre que ceux qu'ils ont combattus il y a quelque temps reviennent à leur côté. Mais ce problème a été résolu et ça, c'est la grande prouesse, à mon avis, de ceux qui sont derrière cette opération. Et le second, c'est les djihadistes. Mais ça ne fait que confirmer une chose, c'est que le véritable déterminant de la paix et le véritable fauteur de troubles dans le pays, c'est les forces djihadistes qui mènent la danse à Kidal et au centre du pays. Ok, on va fermer la parenthèse Mok et Bafou, Alexis Kalambri, pour revenir à ces propos du président Mahamadou Issoufou. Il dit qu'ils ont les preuves comme quoi des groupes terroristes sont en connexion avec des signataires de l'accord. Quand on entend les Nations Unies également, on dit la même chose. Nous avons des preuves de connexion, mais c'est le statu quo sur le terrain finalement. Oui, c'est le côté troublant parce que oui, lui il a déploré les morts nigériens. Il a dit nous avons les preuves. J'aurais compris que tout de suite la communauté internationale à la limite demande ses preuves ou ses vices. Mais on est encore au niveau de ceux qui ont les moyens d'agir. On est encore au niveau des menaces et à la limite, ça, bon, c'est dommage, mais ça donne du grain à moudre à ceux qui croient qu'il y a un complot, à ceux qui croient qu'il y a des connexions au-delà de nos pays, à ceux qui croient qu'il y a autre chose. Donc, je pense que vraiment, c'est un engagement que la communauté internationale doit prendre, que les forces internationales engagées chez nous doivent saisir. Pour moi, c'est vraiment un bon prétexte que tout le monde a là pour décanter la situation. Oui, sur les réseaux sociaux et sur beaucoup d'autres supports, on a vu des réactions, souvent de la direction de la SEMA, qui n'est pas très satisfaite des sorties du président Mahamadou Issoufou. Est-ce que peut-être il faudrait se remettre en cause, regarder les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse avancer par rapport au dossier Kidal, parce qu'il y a une espèce de lassitude finalement depuis 4 ans. Il y a une certaine lassitude, ça c'est évident, mais si le président nigérien a ses preuves, ça veut dire que la communauté internationale également a ses preuves. Et donc c'est par rapport à tout ça qu'on peut se poser effectivement, comme Alexis l'a dit, un certain nombre de questions. On ne peut pas rester là. L'accord de paix d'Alger, on l'a signé, il faut qu'on l'applique. Ce qu'on peut appliquer, ce qu'on ne peut pas appliquer, il faut revoir ça assez rapidement. Okay. C'est-à-dire que, à mon avis, l'accord résout le problème avec ceux qui l'ont signé. Il ne résout pas le problème de fond, c'est le problème des djihadistes. Oui. Donc, pour le problème des djihadistes, il faut se battre. Il faut se battre, mais les djihadistes, ils attaquent au Niger. Ils attaquent au Niger, ce n'est pas que Kidal qu'ils attaquent au Niger à partir de Ménaka, je pense, par l'État islamique. Au Niger même, il y a effectivement Boko Haram qui est dans la zone de Difa, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce pays est cartelé entre les impératifs de défendre son territoire du côté de la frontière Ménaka comme du côté du lac Tchad. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut un déploiement militaire qui nous permette effectivement de vaincre très rapidement l'hydre djihadiste. Et ça, je crois que il n'insulte personne, il n'offense personne, Mahamadou Issoufou, en le disant et en venant le dire au Mali. Il n'est même pas en train de pointer du doigt le Mali, c'est-à-dire on a beaucoup évolué par rapport aux accusations du Mali, ventre mou qui avait cours en 2013. Beaucoup de pays aujourd'hui, enfin le Mali, le Niger, le Burkina sont plus ou moins logés à la même enseigne aujourd'hui. Oui, maître. S'il y a une explication que je recuse et qui d'ailleurs est à la base de l'aggravation de l'insécurité dans notre pays, c'est cette explication imposée par les Occidentaux, tendant à dire qu'il y a de bons terroristes et de mauvais terroristes. C'est-à-dire que les bons terroristes seraient la SEMA et ça c'est des Maliens, il faut qu'on discute avec eux, alors qu'il y a des autres constitueraient les mauvais terroristes qu'il faudrait combattre. Cette explication est oiseuse, elle est trompeuse. SEMA et Génim, ACMI et autres là, c'est le même, c'est blanc, bonnet blanc. C'est des vases communicants et c'est ce que le président du Niger vous a dit.
D'accord. C'est ce que Barkhane vous a dit. Ok. C'est ce que l'ONU vous a dit. Ce sont tous des terroristes. Ok. Maintenant, si on ne veut pas combattre la SEMA au motif que c'est des Maliens, libre à celui qui y croit. Quant à moi, je crois, je mets tout ce beau monde dans le même paquet. C'est des terroristes. Oui, on aurait peut-être mieux fait de mettre Maître Konaré sur le panel là, du. Ça va arriver débat de bientôt, on va 22 l'envoyer heures, là-bas. ouais, parce que c'est une série de débats. Troisième thème. Oui. Juste sur ce Ok. point. C'est-à-dire, s'il y a un problème à ce moment-là, si Cheikh Omar Konaré a raison, le problème, ce n'est pas la communauté internationale, c'est notre gouvernement qui a signé cet accord. À mon avis, c'est clair. D'accord. Troisième, obligé de signer. Troisième, ouais, ça c'est un sujet de débat. Troisième et dernier thème de ce débat, CEMAS, club des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, le mouvement politico-religieux qui a été lancé ce samedi à Bamako, au Palais de la Culture Amadou Ampateba, en présence de nombreuses personnes. Nous écoutons ici justement le parrain de ce club, l'imam Mahmoud Dicko lui-même, au micro de Abdoulaye Maïga. Le masque est tombé. Maintenant, on a compris, il va être président, il va être faiseur de roi. On a parlé de faiseur de roi. On a fait les présidents, ça n'a pas marché. Vous pensez qu'on va faire un roi? Non. Je ne suis ni faiseur de roi, ni faiseur de président, mais je vais être faiseur de la paix. Je le dis à mes détracteurs, ceux qui ont eu l'habitude et qui continuent d'ailleurs à le faire. Ils sont en contact avec la DST, le Quai d'Orsay, le Matignon, l'Élysée, Dicko. Il est l'ennemi de la France. Mais écoutez, vous pensez que moi je suis un ignorant? Un ignorant qui ignore les relations historiques et disons, stratégiques qui lient la France au Mali? Moi je peux ignorer ça? Mon problème c'est ceux qui ont trahi le peuple malien. À la place d'une démocratie, un état de droit, qu'est-ce qu'on nous a donné? On a eu droit à quoi? On a eu droit à la corruption à ciel ouvert. Voilà, Maître Konaré, l'imam Mahmoud Dicko, un réquisitoire contre le mouvement démocratique, si on peut le dire. Mon cher ami, je pense que le monde évolue, avec Serge aussi, bien sûr. Moi, j'adhère parfaitement aux idées de Mahmoud Dicko. Nous avons une démocratie qui a été dénaturée, pervertie, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a ni contre-pouvoir, ni aucune espèce d'espoir à fonder sur cette démocratie. Le riche s'enrichit, le pauvre s'appauvrit, et personne ne rêve de lendemain meilleur. On ne peut pas rester comme ça. Mahmoud Dicko vient combler deux vides. Le premier vide, ça c'est la faillite totale des contre-pouvoirs institutionnels. Aujourd'hui, il n'y a que l'exécutif. L'Assemblée est reconduite à coup de décrets et d'artifices juridiques, elle n'a aucune légitimité. La justice a même failli être réquisitionnée, c'est comme une vieille Sotrama, n'est-ce pas? Obligée d'aller travailler au tribunal. Donc il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a pas non plus quelqu'un, et dans la majorité, ni dans l'opposition, pour dire non aux politiques néocoloniales de l'Occident. D'accord. Dans ces conditions, la seule force qui existe aujourd'hui pour sauvegarder, ou en tout cas défendre les intérêts du peuple, c'est les musulmans, qui constituent 99% de la population. Okay. C'est les leaders religieux qui seuls peuvent dire aujourd'hui non au pouvoir politique, non à l'Occident et
défendre vraiment les intérêts de la population. Okay. Moi, on va revenir vers vous. Voilà. Okay. Mais Alexis, est-ce que les insuffisances notées, relevées par l'imam Dicko par rapport au mouvement démocratique doivent justifier, sinon valider l'avènement de ce mouvement politico-religieux? Il y a l'esprit et la lettre. Hein. Je pense que plutôt qu'un réquisitoire contre le mouvement démocratique, c'est plutôt des individus qui ont pris pour leur matricule. À la limite, ils restaient juste à dire des noms, mais tout le monde voyait où ça partait. Mais je pense qu'il y a l'esprit et la lettre. D'abord, le rôle du religieux, c'est d'être à l'éveil, de s'adresser aux âmes, de nous aider à sauver nos âmes. Sur ce terrain, on est tout à fait d'accord avec lui. Et il a dit, il est faiseur de paix. Il est, quelque part, ça, jusqu'à une partie, il est dans son rôle. Il est, je dirais, au bord du Rubicon. Sauf à le prêter autre chose. Pour le moment, ce qu'il fait, et il est dans son rôle. Dans tous les cas, au Mali, je crois jusque-là, on n'a pas le droit d'avoir un parti à connotation religieuse. Mais pour ce qui se passe, oui, on adhère, enfin, on comprend et on accepte qu'un leader religieux soit garant de la morale et soit, disons, un vecteur de paix. Oui, moi j'étais au meeting, toi tu n'étais pas là, donc je peux parler de choses que j'ai vues là-bas. Ce qui est frappant, c'est qu'il y avait la classe politique, pouvoir, majorité. J'ai même vu PPR là-bas, il se cachait, mais je l'ai vu. C'est quand même impressionnant. C'est-à-dire que le problème de Dicko, c'est qu'il est constant vis-à-vis de lui. Il n'a pas parlé que de la démocratie, il a parlé de la gouvernance. Il a dit, nous sommes dans une situation de non-gouvernance. Il a parlé de gouvernance catastrophique, sans citer des noms, etc. Mais comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on pouvait deviner à qui il s'adressait. Je crois que c'est un autre degré de sa lutte. Avant les élections, il était très dur, vous vous souvenez. Pendant les élections, il était plutôt modéré. Après les élections, sa bataille, c'était avec Boubé. Et on pensait que bon, c'était fini, il n'était plus au président du Haut Conseil islamique, qu'il allait se taire. En fait, il est logique par rapport à sa pensée. Je pense qu'il veut être un peu le gardien du temple. Et que c'est quelqu'un qui estime, et son porte-parole l'a dit, c'est un mouvement politique qu'il a créé. D'accord. Oui, Adam Thiam, on a l'impression que c'est un sujet de dissertation. Hein. On a vu l'imam Dicko venir, introduction, développement, conclusion. On a vu la mobilisation au stade du 26 mars, ensuite le 5 avril, le monument de l'indépendance. Et tout cela est couronné par le lancement de ce mouvement-là, l'imam Mahmoud Dicko. Oui, et avant tout cela, la formidable mobilisation contre le code de la famille qu'il a révélé. Il est évident que nous avons affaire à un animal politique. Maintenant, est-ce qu'il franchira le pas? On ne sait pas. Et je crois que lui-même ne le sait pas. C'est pourquoi il n'a pas dit de manière formelle « Non, je ne serai pas candidat à la présidence. Non, je ne serai pas faiseur de roi. » Il a ironisé. Je pense qu'il pourrait être faiseur de roi. S'il n'est pas faiseur de roi, il pourrait être candidat. Moi, je peux le dire sans être un de ses détracteurs. Au contraire. Maintenant, que vaut son mouvement? À mon avis, c'est ça la vraie question. C'est parce que ce n'est pas un parti politique. C'est une coordination de sympathisants, d'associations et mouvements se réclamant de l'imam Mahmoud Dicko. Il faut attendre de voir. On ne sait pas combien sont ces structures, où est-ce qu'elles sont représentées, quel est leur poids. Et on sait simplement que on peut simplement pas oublier que l'imam Dicko est le président sortant du Haut Conseil islamique et qu'un mouvement qu'il met maintenant, qu'il crée maintenant, ne peut pas ne pas chercher à faire contrepoids au Conseil islamique du soufi Chérif Madani Haïdara. Oui, oui, maître Konaré. En fait, Mahmoud Dicko a bien dit qu'il ne serait pas candidat, ni à la députation, ni à la présidentielle. Mais personne ne peut jurer que
cette promesse sera tenue. C'est l'aspect sur lequel moi j'insiste et qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, à travers Mahmoud Dicko et ses sympathisants, nous avons une force capable d'obliger le pouvoir, que ce soit le régime d'aujourd'hui ou le régime de demain, à bien gouverner et à ne pas prendre des décisions qui attentent aux intérêts du peuple. Donc nous avons, si vous voulez, un gardien du temple, comme pour reprendre l'expression de Serge. Ce rôle de gardien, ce rôle de veille aurait dû être joué par des contre-pouvoirs qui n'existent plus. Mais il aurait pu être joué. Oui, un contre-pouvoir. Bien sûr. Voilà, c'est un nouveau contre-pouvoir qui est né. Ce rôle de contre-pouvoir aurait dû être joué par les contre-pouvoirs institutionnels qui ont failli. D'accord. Il aurait pu être joué par la classe politique qui a failli. D'accord. Okay, c'est une faillite de la classe politique. De mon point de vue, il y a deux contre-pouvoirs qui émergent aujourd'hui, de mon point de vue. Il y a ce fameux mouvement citoyen qu'on a vu à Gao, qu'on a vu à Tombouctou encore aujourd'hui, qu'on a vu à Bamako, de plus en plus. À Bougouni aussi. À Bougouni, merci. Ce sont des jeunes sur la nationale 7. Ce sont des jeunes qui, au lieu de demander du travail, disent, bon, ok, d'accord, on n'a pas de travail, mais désormais, nous voulons que le pays soit mieux géré, nous voulons des routes, nous voulons ceci. Et deuxième contre-pouvoir, ce mouvement, notamment de Mahmoud Dicko, parce que là où Mahmoud Dicko est, vous voyez forcément le shérif de Nioro. Donc, évidemment, on va voir comment ça va se dessiner. Ils sont contre-pouvoir d'abord parce qu'ils ont le nombre, parce qu'ils ont une force, une capacité de mobilisation. Maintenant, ce qui serait intéressant avec Mahmoud Dicko, et j'aimerais bien aller le voir demain pour en discuter, c'est qu'est-ce qu'il propose. C'est-à-dire que s'il est un contre-pouvoir, il est là pour être le gardien du temple, dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il propose pour changer les choses? Qu'est-ce qu'il propose pour faire, par exemple, le Big Bang, le fameux Big Bang dont on parle? Ouais. Parce que ça va arriver, s'il veut rentrer de plein pied dans le marigot politique, tu parles de contre-pouvoir, mais il ne faut pas oublier que c'est un mouvement politique, quand même. Il n'est pas que contre-pouvoir, il fait de la politique. Qu'est-ce qu'il va proposer? J'en aurais terminé. Tangara, vous n'êtes pas sympa avec moi ce soir. Allez-y. Vous me coupez, mais vous ne coupez pas. Allez-y, d'accord. Alors, donc, j'aurais terminé pour dire, on va voir ce qu'il va proposer comme programme politique, parce que ça aussi, c'est très important. On a le nombre, il a la capacité de mobilisation, mais qu'est-ce qu'il va proposer? Ça aussi, c'est autre chose. Oui, Alexis Calamri, plutôt qu'un contre-pouvoir, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler d'hyper-contre-pouvoir, puisque même sans club, même sans association, même sans sympathisants, il est parvenu plus ou moins à faire bouger un Premier ministre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est plus que jamais renforcé Oui, en fait, pour faire partir le Premier ministre, je pense qu'il avait, disons, les faveurs de l'opinion d'une façon générale. Et il y avait beaucoup de facteurs favorisants. Mais oui, il est sur un registre qui mobilise en soi déjà. Quand vous parlez religion, vous aurez très peu disons, d'opposants à ça. Et lui, comme disait Adam tout de suite, en tant que président du Haut Conseil islamique, il a déjà, il s'est forgé une carrure et il a su, disons, avoir une capacité de mobilisation. Il a eu le langage et il a eu le comportement. Je pense que oui, il est à même aujourd'hui de pouvoir fédérer beaucoup de frustrations, de pouvoir faire en sorte que ce point de vue, le point de vue de ce mouvement soit pris en compte à beaucoup de niveaux. D'accord, et ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche avec Adam Thiam, journaliste éditorialiste, Alexis Calambri, directeur de publication de Mali Tribune, Maître Cheikh Marcounari, avocat, Serge Daniel, journaliste, écrivain. N'oubliez pas les deux rendez-vous, 21h, la suite des documentaires consacrés à Moussa Traoré et à la Deuxième République, et 22h, politique, le débat autour du thème « Faut-il relire l'accord d'Alger » avec Choguel Maïga du MPR, Moussa Ag Asharatouman du MSA, Moussa Ag Atayer de la SEMA, Fahad Ag Almoudou du Gacha, 22h temps universel sur Africa Télévision. Et nous, on vous retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour un autre débat du dimanche.